Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af P Amud Aleph 80a. Dans le cours précédent, on a étudié la Mishnah et la Gemara qui a développé la Mishnah. L'idée était que lorsque quelqu'un présente une femme, il a déjà présenté dans le passé sa femme, et que sa femme n'avait pas de tare généalogique, il avait une bonne généalogie, ses enfants, bien qu'on ne sait pas que c'est les enfants de cette femme, parce que cette personne-là habitait ailleurs, il nous l'a présenté dans le passé, ou maintenant seulement il nous présente sa femme. Et on voit que sa femme a une bonne généalogie, ou bien on savait qu'elle a une bonne généalogie. Les enfants, on ne sait pas si c'est ses enfants, mais si les enfants si les enfants sont attachés à cette femme, c'est une preuve que c'est bien les enfants de cette femme. Et vu que cette femme a une bonne généalogie, on en déduit que les enfants aussi sont une bonne généalogie. Et le père n'a pas besoin de ramener de preuves, de témoins pour ses enfants. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est pas si évident sur tous les détails d'après tout le monde. Amar Resh Lakish, ces trois mots sont encore dans Dafayin Tet Amud Bet, 79b. Maintenant, Resh Lakish nous a dit donc Pe Amud Aleph, lo shanu la bekot she'agvul. Cette loi selon laquelle on se fie de l'attachement aux enfants à la mère pour nous dire que c'est bien les enfants de cette mère, c'est uniquement, ça a été enseigné uniquement la bekot she'agvul, uniquement pour pouvoir manger des kotche agvul, les choses qui sont saintes dans le gvoul, c'est dans tout Eretz Israël, donc c'est-à-dire la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, qui est mangée pas seulement à Yerushalayim, mais dans tout Eretz Israël, de même la chala, donc la pâte qui est prélevée pour donner au Kohen, qui est mangée dans tout Eretz Israël. Alors ça, si monsieur était Kohen, il nous a présenté sa femme dans le passé ou maintenant, et on sait que sa femme a une bonne généalogie, on dit que c'est bien ses enfants, ok, ces enfants pourront manger bekot she'agvul, comme un Kohen peut manger de la terouma et de la chala, ses enfants aussi pourront le faire. Aval beyochasin, mais en ce qui concerne la pureté de généalogique, c'est-à-dire pour un mariage, pas seulement pour kot she'agvul, pour manger les choses d'un Kohen, mais pour que ses enfants de ce monsieur vont pouvoir se marier avec un Kohen, il faut être sûr et certain que la mère et les enfants ont une bonne généalogie. Donc on ne peut pas se contenter seulement de la femme qui nous a présenté la mère de ses enfants, mais il faut avoir un témoignage pour les enfants eux-mêmes, d'après Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit afilu beyochasin, même à propos de la pureté de généalogie des enfants, on fait confiance à 100% que vu que ça c'est la mère, eh bien on fait confiance aussi que ces enfants-là, ils ont une généalogie pure, même pour les mariages. Rashi lo shano de samchin en akruchin. Resh Lakish nous dit, ça qui était enseigné, qu'on s'appuie, qu'on se fie au fait que les enfants sont attachés à la mère, on dit que c'est bien les enfants, elle a les codes chez Agvoul, c'est utile uniquement pour qu'ils puissent manger des choses qui sont mangées dans les provinces, c'est-à-dire à l'extérieur de Yerushalayim, de partout en Eretz Israël, comme on a dit donc la Trouma, la dîme qui est donnée au Kohen et la chala qui est donnée au Kohen. C'est-à-dire que du moment où il a amené une preuve sur cette femme-là, qu'elle est kasher la kehuna pour la prêtrise, som à la banima kruchim acharea, on s'appuie, on compte donc que ces enfants qui sont rattachés à elle, l'homme a de dire banéaen, c'est bien ses enfants, veinan chalalim, ils ne sont pas halal, ils ne sont pas des enfants de Kohanim profanés, mais ils sont enfants d'un monsieur Kohen qui s'est marié avec une femme qui avait le droit de se marier. Donc ces enfants peuvent manger de la terouma, de la chala, etc. Donc pour ça on fait confiance, le fait qu'ils sont kruchin achar, ils sont rattachés à elle. Aval yochasin, en ce qui concerne la généalogie, c'est-à-dire im yesh baem banot, si parmi les enfants de ce monsieur qui nous a présenté cette femme, qui a une bonne généalogie, en ce qui concerne ses enfants, Einan Nisaot la Kohen, il ne peut pas se marier avec la Kohanim, Machiyavi ou Raya Shemonoter Shelzosh, qui nous ramené une preuve que ce sont bien les filles de telle personne. Donc ils n'ont pas ramené une preuve que c'est les filles de telle personne, eh bien, que c'est bien les filles, Shemonoter, que c'est bien les filles de cette femme-là, eh bien, on ne va pas les marier. Ça, il faut un témoignage. Pas juste une chazaka, pas juste une présomption, pas juste le fait que Kruchin Acharea, le fait qu'ils sont rattachés, ces filles-là, à leur mère, ce n'est pas suffisant pour dire c'est sûr et certain que c'est leur mère, mais quand ça arrivera le moment de les marier, il faudra donc qu'ils ramènent une preuve, s'ils veulent se marier avec un Kohen, il faudra ramener une preuve qu'ils ont une bonne généalogie. Ça, c'est d'après l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar afilo le Yochas, Rabbi Yochanan dit même
Pour les généalogies, Samchin Anachazaka, on s'appuie, ça nous suffit, on peut tout à fait compter sur cette présomption, le fait qu'ils sont rattachés à cette femme, c'est une preuve, c'est les enfants, c'est une preuve suffisante que c'est les enfants, même pour faire le mariage de ces enfants avec des Kohanim. Et la Gemara nous dit que Ve'azda Rabbi Yochanan letam, et que Rabbi Yochanan est fidèle à son opinion qu'il a exprimée par ailleurs. Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan. En effet, Rabbi Chia Baraba dit par ailleurs au nom de Rabbi Yochanan que Malkina la Chazakot, qu'on inflige la peine de 39 coups de bastonnade, même si la base, pourquoi on donne cette punition-là, c'est basé uniquement sur une présomption, et pas sur une évidence de témoignage. Comme Rashi nous dit Malkina la Chazakot, que on inflige la peine de malkout, de 39 coups de bastonnade, même si seulement basé sur une présomption. Al-Davar, Shanou Marzik, sur quelque chose, donc on présume que la chose est d'une telle et telle manière. Va filoen et doute badavar, même s'il n'y a pas de témoignage, il y a juste une présomption. On donnera un exemple dans quelques lignes. De même, Rabbi Yochanan a dit, Soklin, qu'on exécute en lapidant, en faisant ce qu'il a, Vesorfin, on exécute en brûlant à la chazakot, même si c'est seulement une chazaka, il y a seulement une présomption. On va donner un exemple dans quelques instants. Rashi, Sofim ou Vesoklin, donc on brûle et on donne la peine de lapidation, qu'on va l'expliquer dans la suite de la Gemara. En revanche, par contre, Rabbi Yochanan nous dit un troisième point. Il nous a parlé de Malkout, ça c'est un. Deuxièmement, il nous a parlé dans ce qu'il a Sreifa, d'exécuter. Et troisièmement, il nous dit Ven Sofin Touma la Chazakot. Par contre, on ne brûle pas la terouma sur seulement une présomption. Qu'est-ce que ça veut dire ce troisième point? Rashi nous l'explique tout de suite, bien qu'on va le voir aussi dans la suite de la Gemara. Rashi nous dit Ven Sofin Touma la Chazakot, qu'on ne brûle pas de la terouma basée sur une présomption. Rashi nous explique Davar, une chose, Sheutame Mitor Chazaka, que la raison pourquoi il est impur, c'est parce qu'il y a une présomption. Velo Mitor Sheu Raya, pas parce qu'il y a une preuve à ça, c'est juste une présomption. Et cette chose-là, que nous avons une présomption qui est impure, Venaga Bituma, elle a touché de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, qui doit rester dans un état de pureté, et que maintenant, la question, est-ce qu'il est devenu impur ou pas? Parce que cette chose-là, on n'a pas d'évidence qu'elle est impure. Vrai, elle a touché la terouma, mais on n'a qu'une présomption que cette chose-là était impure. Rashi nous donne un exemple que nous allons voir dans la suite. Qui gon tinok, par exemple, un petit enfant. Stam amurzak tame, qu'en général, stam, juste comme ça, il est présumé être impur. Pourquoi il est présumé être impur, un enfant? Car en général, les enfants, ils tripotent, ils touchent, donc dans les ordures, et dans les ordures là-bas, chez Yeshan Nevelot là-bas, donc il y a des cadavres d'animaux, ou shiratzim, donc ce sont des petits animaux, il y a 8 petits animaux, donc parmi eux, il y a des reptiles et des rongeurs, que la Torah, elle dit que quand ils sont morts, ces 8 shiratzim, ils rendent impur tout celui qui touche, ils sont eux-mêmes, ils sont un avatum, une source d'impureté qui rend impur. Ceux qui vont les toucher, et ils vont toucher la terouma aussi, elle devient impure. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est que ces enfants-là, eux, sont devenus impurs en contact avec ces cadavres, Neveila qui rend impur, ou bien avec ces shratzim, ou bien avec ces petits animaux, ces reptiles. Mais dans cet enfant-là, qui est seulement mourzak, qui est seulement présumé être impur, il n'y a pas de preuve que cet enfant il est parti dans l'ordure et que là-bas, dans l'ordure, il a touché un des 8 shiratzim ou bien qu'il a touché un cadavre. Il n'y a pas de preuve claire, mais en général, les enfants touchent les ordures. Donc l'enfant, il est présumé être impur. Venaga Trouma, il a touché la terouma. Et justement, ce que Rabbi Yochanan nous dit, que dans un tel cas, il y a une chazaka, que cet enfant-là, il y a une présomption que cet enfant est impur. Men sofin. Pour cela, on ne va pas brûler la terouma, parce qu'on brûle la terouma uniquement lorsqu'on est sûr et certain que la terouma est impure. Dans un tel cas où il y a un enfant qui est présumé être impur, qui a touché la terouma, elle a tolin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va suspendre. Suspendre, c'est comme quelque chose qui est entre le ciel et la terre, et ni dans le ciel, ni dans la terre. Ici aussi, cette terouma, ni on pourra la manger comme une terouma qui est pure, ni on pourra la brûler comme une terouma qui est impure. Comme on va expliquer dans quelques lignes la raison, on va le dire, que à Ahmed Issa al-Cheskatara fait tenir cette pâte de terouma dans la présomption qu'elle était pure jusqu'à présent. Et lui, il fait partie des enfants qui n'ont pas tripoté dans les ordures. Vrai, la majorité des enfants tripotent et touchent les ordures. Mais lui, il fait partie d'une minorité, c'est-à-dire, on va prendre
et la chazaka, la présomption de cette pâte que jusqu'à présent elle était pure, plus cette minorité d'enfants qui ne touchent pas les poubelles, on va dire qu'il est, donc c'est cette terouma, elle est pure. Continuons dans la Gemara qui va nous développer les 3 règles que Rabbi Yochanan nous dit. Premièrement, Malkin al Chazakot. Rabbi Yochanan a dit qu'on inflige la peine de 39 coups de bastonnade, même si c'est basé uniquement sur une présomption. De quoi s'agit-il? Un exemple de Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit Hurzeka nida bishrinotea. Si une femme est tenue pour nida par ses voisines. Qu'est-ce que ça veut dire nida tout d'abord? C'est lorsque la femme elle a ses menstruations, eh bien elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son mari jusqu'à qu'elle va aller au mikvé dans le bain rituel. Maintenant, cette femme-là, elle est considérée, elle est présumée être nida, avoir ses menstruations, du côté de ses voisines. Comment se fait-il? D'où ses voisines sont courants? Rashi nous dit, Hurzeka nida bishrinotea, s'il est présumé être nida donc par ses voisines, chez Rao shrinotea, que ses voisines l'ont vu, chez Hiyayom aitamlubeshet bigden nidota, qu'aujourd'hui, elle était vêtue des vêtements de nida. À l'époque, les femmes avaient des vêtements qu'ils mettaient lorsqu'ils étaient nida. Bien que ce soit de couleur blanche, ou bien que ce soit des vêtements qui sont pas une grande importance, c'est des vêtements qui étaient spéciaux pour la femme qui est nida. La femme, en général, restait à la maison. Là, les voisines l'ont vu qu'elle avait ses vêtements de nida. Et il n'y a pas de réponse. Pourquoi elle les a mis? Les a mis, la simple et unique raison, c'est sûrement parce qu'elle est nida. Donc il y a une chazaka, il y a une présomption que la femme, elle est nida. Et lorsque le mari a voulu avoir un rapport avec elle, il y a 2 témoins qui l'ont averti, qui l'ont dit non, tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec elle, parce que ta femme elle est nida. D'où ils savent que la femme elle est nida? Parce que les voisines ont dit qu'elle est nida. Et quand même il a eu un rapport avec elle, eh bien, bala lokalea. Le mari, donc, il reçoit les 39 coups de bastonnade Mishum Nida, à titre de Nida, que sa femme elle est Nida. Pourtant, d'où on sait qu'elle est Nida, c'est pas basé sur des témoins qui ont vu qu'elle était Nida concrètement, c'est sur la présomption seulement qu'elle était Nida. Et vu que nous on est sûr donc la femme n'a pas pu aller au mikvé, par exemple c'était le même jour, quelles que soient donc les conséquences, la confection, la manière que c'est fait, donc le contexte. Mais ce qu'il y a maintenant que sa femme n'a pas pu aller au mikvé, donc c'est sûr et certain qu'elle est encore considérée Nida. Eh bien, il reçoit Malkout pour ça. D'ailleurs, c'est écrit Bala Lokealea, c'est pas seulement Bala, c'est pas seulement le mari, c'est aussi la femme qui reçoit Malkout. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Malkin, qu'on donne les 39 coups de bastonnade, basé sur une chazaka, la base de cette interdiction qu'elle est nida, c'est uniquement le fait qu'il y a une chazaka. De même, Soklin vesofin ala chazakot, de même, on exécute en lapidant, on exécute en brûlant. Si c'est basé seulement sur une présomption, comment ça? Que des Rabba Baravuna, comme Rabba Baravuna nous l'explique. Ama Rabba Baravuna. Ish ve Isha. Un homme et une femme qu'on ne connaît pas sont venus habiter ici. Tinok ve Tinoket. Et il y a un jeune garçon, une jeune fille. Sheikh Dilo Betochabait. Ils ont grandi dans cette maison. Donc, il y a monsieur et madame avec un garçon, avec une fille, qui ils les font grandir dans leur maison. Ils ont fait grandir. Et plus tard, si le fils il a eu rapport avec sa mère, la mère avec son fils, Niskalin Zealze, les deux vont recevoir ce qu'il a, parce que si un fils il a un rapport avec sa mère, la mère avec son fils, c'est ce qu'il a, ils sont exécutés en étant lapidés. Venisrafin Zealze, si le père il a eu un rapport avec la fille avec le père, ils sont exécutés en étant brûlés, eh bien, ils vont être brûlés. Pourtant, est-ce qu'il y a des témoins ici qu'ils se sont mariés et que ça, c'est leurs enfants? Ici, tout ce qu'on a comme témoins, c'est rien du tout. On a juste une chazaka, on a une présomption, c'est monsieur, madame, c'est leur fille, c'est leur garçon, ils les ont fait grandir, ils étaient dans la même maison toujours. Rashi nous dit, donc un homme et une femme avec un jeune enfant et un jeune garçon, une jeune fille qu'ils ont fait grandir dans la maison. Et on présume que c'est en effet c'est bien la femme de monsieur. On présume que c'est bien leurs enfants. Ici, nous n'avons pas un témoignage clair. Pourtant, ils reçoivent malkout l'un sur l'autre. Ils reçoivent les 39 coups de ils sont exécutés en étant lapidés. Imba ben ala isha. Si le fils, il a eu un rapport avec la femme, donc c'est le fils qu'on présume que ça c'est sa mère, il a eu un rapport donc avec sa mère, Niskala ben alea, donc le
fils, il reçoit Malkout, Mishum Baalimo, parce qu'il a transgressé le fait d'avoir un rapport avec sa mère, de même vice-versa. Ve'iyala, elle aussi, elle reçoit Skila, parce qu'il a un rapport avec son fils. Des Safin ils sont brûlés l'un sur l'autre, c'est-à-dire une Ba'aish à la batte. Si l'homme il a eu un rapport avec la femme de Bito, donc la règle est que si quelqu'un a un rapport avec sa fille, Bissefa, il est brûlé. Donc dans tous les cas, on le considère, pourtant c'est qu'une chazaka que nous avons. Rabbi Yochanan a dit que Soklin, Vesorfin, et on lapide, et on brûle, bien que ça soit une chazaka. Et Amarabi Shimon ben Pazi, Amarabi Shimon ben Levi bar Kapara. Et un incident qui peut certifier cette règle. Que Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shimon ben Levi, qui a dit au nom de bar Kapara, que Masse Beisha Shabbat Yerushalayim. C'est arrivé une fois qu'il y a une femme qui est arrivée à Yerushalayim. Vetinok Bokavla Aktefa, elle avait un petit garçon qui était sur ses épaules. Veigdilatu, elle a élevé. Donc, on a prétendu que c'est son fils, évidemment. Uva Leia, et un jour, il a eu un rapport avec elle, avec celle qu'il considérait de sa mère. Vevi, on l'a amené au tribunal et ils l'ont lapidé. L'homme ibteshebna vadai, pas parce que c'était sur son fils, elle avait chez Karochacharia, tout simplement, parce qu'il était traîné derrière elle comme un fils. Donc on voit qu'il y a une chazaka, bien que c'était seulement une chazaka, pourtant, on punit basé sur une chazaka, sur une présomption. Rashi vitinok burka valktefash vidilato. Donc il y avait un petit enfant qui était sur ses épaules, et elle a fait grandir elle a fait grandir en tant que son fils, qu'on présumait que c'était son fils. Et quand il a eu un rapport avec elle, eh bien, et là, ils ont été levés vivants, ils ont été amenés au Bedin les deux, au Skalom, ils ont été lapidés. Troisième chose que Rabbi Yochanan nous a dit qu'en revanche, bien que Malkin, on donne le 39 coups de baston basé sur une chazaka, on donne skila, sreifa, on exécute basé sur une chazaka, sur une présomption, mais sauf une touma la chazakot. Mais on ne brûle pas la terouma seulement basé sur une présomption. Et la Gemara développe. Rabbi Shimon ben Lakish, qui a un désaccord entre Rabbi Shimon ben Lakish, ce qu'on appelle aussi Resh Lakish, et Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish a dit sorfin à la chazakot. On brûle basé sur une présomption. Quand il y a une présomption que c'est impur, on considère ça impur à 100%. On va aller même jusqu'à brûler cette terouma, bien qu'on brûle uniquement quand on est sûr, mais la chazaka est suffisamment, d'après Resh Lakish, pour qu'on va brûler. Vers Rabbi Yochanan, par contre, Rabbi Yochanan, il a dit Enzofin. On ne brûle pas si on ne brûle pas la terouma si on est seulement basé sur une chazaka. Ve'azdo le tamayu. Et Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils sont fidèles à leur opinion qu'on retrouve par ailleurs, dit Tnan. Quand c'est dans une Mishnah, Tinok shenimtsa betzada Issa, on trouve un petit enfant à côté de la Issa. Issa, c'est le gros morceau de pâte. Ou batsek beyado. Et dans sa main, il a un morceau de pâte. Donc batsek et Issa, les deux, c'est de la pâte. Juste que Issa, c'est le gros morceau de pâte. Et batsek, c'est le morceau de pâte qu'il a pris. Comme ça, dans le contexte, en tous les cas, ici. Maintenant, la question, elle est, est-ce que la gros morceau de pâte, qui est une pâte de terouma, est-ce qu'elle est impure ou elle n'est pas impure? La question, elle est, est-ce que l'enfant l'a rendu impur ou pas? L'enfant, il a une chazaka, il est présumé être impur. Rashi ou batzak beyado. Beyado hashena talmina Issa. Donc c'est sûr et certain qu'il a pris cette pâte-là, de la Issa, de la grande pâte, ce morceau de pâte, d'où il vient de la pâte. Rabbi Meir Meter. Rabbi Meir, il dit, c'est pur. Il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas, la pâte, elle est pure. Pas de souci, il dit Meter, c'est pur. On va voir dans la suite l'explication de Rabbi Meir. Vachachamim, les sages, Metamim, les sages, ils disent non, cette pâte, elle est impure. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude d'un jeune enfant de tripoter, de toucher les ordures. Rachid le tapeach. Rachid dit que de taper dans quoi? Tripoter dans quoi? Bishratzim ou nevelot sheba'ashba. Dans les petits animaux, donc les shratzim, les 8 shratzim que la Torah, elle dit qu'ils sont impurs quand ils sont morts. Ou nevelot, les cadavres d'animaux, sheba'ashba, qui sont dans la poubelle, qui rendent impurs. De manière plus précise, une veila, que ce soit un animal qui n'est pas cachère, qui est mort, ou bien que ce soit un animal cachère, mais qui est mort sans shrita, eh bien, le cadavre, donc, il rend impur. En tous les cas, on voit que ici, on a un enfant qui a une chazaka d'être impur. Il est présumé être impur. Il a touché une pâte.
La question, elle est, est-ce que cette pâte, elle est impure ou pas? Rabbi Meir dit, cette pâte, elle est pure. Et les sages disent elle est impure. Va Vinanba. On s'est demandé la question, Maïtam et de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Un enfant touche les ordures, c'est un fait. En général, les enfants tripotent dans ces ordures-là. Sûrement, en effet, l'enfant, il est impur. Il a une chazaka, il est présumé être impur. Alors pourquoi Rabbi Meir, il dit Metaer, pourquoi c'est pur? Et on a répondu que Kassavar, Rabbi Meir, il pense que Rov Tinokot Metaprim. En effet, il y a une majorité d'enfants qui tripotent les poubelles. Mais au mi-outan Metaprim, il y a une minorité qui ne tripote pas les poubelles. En vérité, même les sages, ils sont d'accord avec ça. Mais c'est juste que Rabbi Meir, lui, il considère le mi-out. Et Rabbi Meir, sa règle, le mi-out, la minorité, ne s'annule pas. C'est même quand on a une majorité. Et on va suivre la majorité. Mais la minorité garde aussi son importance dans le cas où on peut l'utiliser. Et d'après Rabbi Meir, ici, on peut utiliser cette minorité. Pourquoi? Parce que nous avons un deuxième point. En plus du fait que si on regarde l'enfant lui-même, il fait partie d'une majorité d'enfants qui tripotent. Mais il y a aussi une minorité d'enfants qui ne tripotent pas. Peut-être que cet enfant fait partie de la minorité. On ne sait pas. S'il n'y a que ça à voir, en effet, on va aller d'après la majorité. Mais ici, nous avons une deuxième chose. Ici, nous avons une chazaka aussi. En plus d'une majorité d'enfants et une minorité d'enfants, en plus de ça, nous avons un deuxième élément, qui est la chazaka de cette pâte. V'issa, la pâte, la pâte a une chazaka, qu'elle est pure. Tant qu'on n'a pas une évidence qu'elle est impure. Jusqu'à présent, cette pâte-là, elle était pure. Donc, Rabbi Meir te dit, Usmoch miuta la chazaka, adjoint, rattache cette minorité d'enfants qui ne tripotent pas les poubelles, rattache-la avec la chazaka, avec la présomption de la pâte que jusqu'à présent, elle était pure. Donc, itra le rouba. Et cette majorité, maintenant, s'est affaiblie, elle devient mauvaise, elle n'est plus si forte que ça. Parce que je ne regarde pas seulement le rov, la majorité, j'ai aussi un miout. Pourquoi je donne l'importance au miout maintenant? Il faut donner la majorité. La raison pourquoi je prends le miout avec moi maintenant, parce que le miout, d'après Rabbi Meir, il est toujours resté cette minorité. Et cette minorité, maintenant, a sur quoi se rajouter? Elle a se rajouter sur la chazaka, sur la présomption de cette pâte qui était pure jusqu'à présent. Comme Rashi nous explique, smoch miouta. Donc, adjoint, rattache ce miout, cette minorité d'enfants de En Betaprin, cette minorité d'enfants qui ne tripotent pas les ordures, rattache ça, le chazaka de Issa, avec la présomption de cette pâte qui est pure. Donc, ve'itra ruba, maintenant cette majorité s'est affaiblie. Cette majorité, c'était quoi? C'est la majorité de Metaprin, que la majorité des enfants tripotent les poubelles. Maintenant, c'est vrai que cette majorité, elle reste, mais elle est plus si forte que ça. En général, je vais suivre la majorité. Mais ici, vu qu'avec la minorité, j'ai quelque chose d'autre, j'ai aussi une chazaka. Chazaka plus la minorité, c'est plus fort que la majorité. De le Rabbi Meir, et Rashi nous dit que d'après Rabbi Meir, le miout, la minorité, ça s'annule jamais totalement. Des Shaminale, en effet, on a entendu l'opinion de Rabbi Meir par ailleurs, de Chayesh le miouta, que lui, il est choshesh, il craint que miouta est une minorité. Car c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que d'après Rabbi Meir, le miout, la minorité reste toujours. Et si cette minorité va trouver quelque chose d'autre pour s'associer avec, mitztarev, ça va s'associer. Et en effet, ici, c'est ce qui s'est passé. Cette minorité s'est rattachée avec la chazaka de cette pâte qui était pure. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Verabana, mais les sages, eux, ils pensent que miouta kemandelleitadame. Ils pensent que la minorité, elle n'existe pas du tout. C'est-à-dire que lorsque nous avons une majorité, elle annule tout à fait la minorité. Donc, on a une majorité d'enfants. On considère que tous les enfants tripotent les ordures. On a une chazakan à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a juste une majorité et une présomption. Et eux, ils disent que ruba va chazaka. Lorsque j'ai une majorité et j'ai une présomption, Ruba Adif. Ce que je mets en avant, c'est la majorité. C'est ça qui prévaut sur la présomption. Et donc, je regardais la majorité des enfants, donc c'est considéré tous les enfants qui sont impurs, bien qu'il y ait une chazaka, mais le rov des enfants, donc c'est plus fort, et ça va être plus fort, ça va prévaloir, et ça veut dire donc que cette pâte-là, elle est impure. Rachimiuta kemandeleit dame. Cette minorité, c'est comme si elle n'était pas là. Des bâtis les gaberouba, parce que cette minorité, elle s'annule quand il y a une majorité. Il n'y a plus de minorité, on ne la considère pas du tout. Verabanan, le tamayu, rabanan, donc qui vont d'après leur opinion, qu'on trouve donc par ailleurs, le chaïché le miut, qu'ils ne craignent pas, ils ne donnent pas importance à ce miut, à cette minorité. Maintenant, nous a ramené tout ça, cette opinion de Rabbi Meir, des sages, etc. Parce que sur ça, Amar Resh Lakish, ne pas oublier, on est en train de discuter de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan maintenant.
De cette Mishnah, Resh Lakish Mishum Rabbi Yoshaya. Resh Lakish, il a dit dans Rabbi Yoshaya, Zoï Shesof Minalea Tatruma. C'est ce genre de chazaka sur lequel on se fonde pour brûler la terouma. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir maintenant, que lorsque il y a un enfant qui a touché une pâte et qu'on considère donc que cette pâte est devenue impure, bien qu'il y a seulement une majorité d'enfants qui touchent les ordures et il y a une chazaka, il y a une présomption que cette pâte-là, elle est pure. Quand même, les sages ont dit, ils ont dit tamé, que c'est impur. Maintenant, Resh Lakish, j'ai dit, tu vois là, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est impur. Comment traduire les mots impurs? Impur, c'est impur à 100%. On est sûr et certain que c'est impur. Les sages donc disent, cette pâte-là, elle est impure. Et sur ça, sauf une anayatatouma. Donc, en autre mot, quand un enfant, qu'on ne sait pas s'il est pur ou impur, il a une présomption d'être impur. Il a touché la pâte de terouma. On nous dit, les sages disent tamé, c'est impur. Qu'est-ce que les sages disent tamé? Ça veut dire brûle. Comme ça, Rashla qui traduit les paroles des sages. Rashi, Zoï Shesofim Anayatatouma. Donc, dans un tel cas, il brûle la terouma. Alors, Rashi nous dit, Zoï Chazaka, c'est comme ça, il rajoute le bar. Zoï Chazaka, c'est une Chazaka chez Sofun Alea Tatrouma, sur lequel on brûle la terouma. C'est 13 katinokot, chez Marzik et le Taper, cette présomption des enfants qu'on présume, qui touchent la pâte, et qui touchent pardon les ordures. Soit il explique s'il touche la pâte. Donc, Rashi, c'est qu'il touche les ordures. Sofun Alea Trouma. Basé sur ça, on va brûler la terouma. C'est-à-dire, Rashi nous traduit en d'autres mots. Des haïmetamim des kamre rabbanan. Lorsque ça, ils ont dit impur. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant impur? C'est pas impur par doute. Impur 100% certain. C'est la raison pour laquelle c'est pas juste on va suspendre la terouma ici. Non, l'israf kamre. Quand ils disent des sages, ils disent metamim. C'est impur, c'est pour brûler. Donc là, c'est le chidouche de Resh Lakish qui traduit les mots des sages. Metamim, ils rendent impur. Il faut brûler cette terouma. Ça, c'est l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Enzo Chazaka chez Sofian et Tatoua. Non, c'est pas ça, ce genre de Chazaka sur lequel on brûle la terouma. Dans un tel cas, d'après Rabbi Yochanan, on ne va pas brûler la terouma. C'est pas une Chazaka suffisante, c'est pas une présomption suffisante pour pouvoir brûler la terouma. Rashi, Enzo Chazaka chez Sofin. C'est pas une Chazaka, c'est pas une présomption sur laquelle les sages diront qu'on va brûler la terouma. Ah, et pourtant, les sages, ils ont dit que cette pâte-là, elle est tamée. Et Rachid nous dit, lorsque les sages, ils disent que c'est impur, non pas, ils n'ont pas dit brûler, ils ont dit c'est impur, dans le sens qu'on va suspendre cette terouma. On va dire, écoute, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il n'y a pas d'évidence à 100%. S'il y avait une évidence, on aurait dit brûler. Ils disent impur dans le sens, on va suspendre, ni on va la manger, quand on ne pourra pas la manger, d'un autre côté aussi, on ne va pas la brûler parce que peut-être elle est encore pure. Mais non, mais Rabbi Yochanan a dit donc c'est pas cette chazaka sur laquelle on brûle la terouma. Sous-entendu, qu'il y en a une autre chazaka, une autre sorte de présomption qui est différente de celle-là, sur laquelle on va oui brûler la terouma. Alors la Gemara demande la Ezra chazaka de Rabbi Yochanan sur la terouma. Quelle est d'après Rabbi Yochanan la présomption sur laquelle on brûle la terouma? Gemara répond qu'elle dit comment c'est dans une Mishnah Isa betoch habayit. Nous avons une pâte qui se trouve dans la maison. Puis, dans la maison, en plus de la pâte, il y a là-bas des shiratzim ou tzfardim. Il y a des shiratzim. On a dit tout à l'heure, donc c'est les 8 petits animaux. Parmi eux, il y a des rongeurs et des reptiles. On va dire shiratzim, tout simplement. Donc c'est un des 8 shiratzim. Donc quand ils sont morts, ils rendent impurs. De même, leurs membres qui sont tombés de ces shiratzim-là, donc rendent impurs. Ou tzfardim, des grenouilles aussi, metaplim sham, qui sont là-bas. Et Rashi nous dit shiratzim, il donne par exemple le tsav. Tsav, on va traduire donc par crapaud. Adomé les tsardéa qui ressemble à une grenouille. Alors, c'est quoi la différence entre le crapaud et la grenouille? Hatsav, le tsav, qu'on a traduit par crapaud. Tamé, il est impur, il fait partie des 8 shiratzim, des 8 reptiles. Vatsardéa, tamé. La tsardéa, la grenouille, elle est pure. Elle ne fait pas partie des 8 shiratzim, la grenouille. Donc, s'il y a une grenouille qui est morte et a touché la pâte, c'est pas grave. S'il y a des membres de la grenouille qui sont tombés sur la pâte non plus, c'est pas grave. Tu dois juste l'enlever parce que c'est pas bon et c'est pas cachère. C'est pas cachère et pas bon. Mais peut-être c'est bon, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faudra l'enlever, mais c'est pas impur la pâte. Ici, maintenant, on a dans cette maison plus de la pâte. Nous avons on va dire un crapaud, des crapauds et des grenouilles.
qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Metaplim sham. Ils sont en train de perdre leurs membres là-bas. Il y a des membres qui tombent un peu à droite, à gauche, de partout. Et dans la pâte aussi, Rashi Metaplim sham, aussi, ni poulin, khatirot. Donc ça tombe des morceaux de leur, des fragments de leur corps. Et maintenant, on trouve des morceaux dans la pâte. Mais vu que le crapaud et la grenouille se ressemblent, Sheretz et la grenouille se ressemblent, alors on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui est dans la pâte. Est-ce que dans la pâte, ce qui est tombé, c'était des fragments de grenouille ou bien des fragments de crapaud? Si c'est des fragments de crapaud, la pâte elle est impure, ça fait partie des 8 shatim. Si c'est des fragments de grenouille, la pâte elle est pure. Alors comment on fait? On va prendre le rov ici. D'abord Rashi, on ne sait pas ces fragments-là, est-ce que c'est des shratim ou bien c'est des grenouilles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Imrov shratim tmeya. Si la majorité de cette maison, c'est ce qu'il y a là-bas, c'est des shratim, alors la pâte elle est impure. Imrov tfadim Torah. Si c'est la majorité de grenouilles, la pâte elle est pure. Rashi, Imrov shratim, si c'est la majorité dans la maison, ces animaux-là qu'il y a, la majorité c'est des shratim. Donc si cette maison est présumée avoir plus de shratim que de grenouilles, c'est impur, cette pâte elle est impure. Mais comment elle est impure? Même d'après Rabbi Yochanan, combien elle est impure? Afli saref, même pour brûler. A priori, Rabbi Yochanan il a dit qu'une chazaka c'est pas suffisant. Alors ici, on a plus qu'une chazaka. Pourquoi? Des chazaka. Ici, on a une chazaka. Veruba, on a ici un rov, on a aussi une majorité. Mais quelle sorte de majorité nous avons ici? La majorité est particulière ici. C'est Ruba de Itekaman. C'est une majorité qui est devant nous. C'est un fait. Dans cette maison-là, il y a ici une majorité de shiratim et une minorité de grenouilles. Contrairement à Valaïd et Tinok. Ruba de Itekaman, hu. C'est une sorte de rov qui est devant nous qu'on a ici. Avalaïd et Tinok. Mais l'histoire avec l'enfant, le petit enfant, c'est vrai que les enfants, la majorité des enfants, ils touchent les ordures. Mais vrai que c'est un rov, c'est un rouba. Mais de l'été kamano, c'est pas un rov qu'on a devant nous. Est-ce que devant nous, on a ici, là, on a 51% d'enfants qui sont en train de toucher des ordures et 49% qui ne sont pas en train de toucher des ordures? Ils ne sont pas là. On présume que... Donc c'est un rov, mais pas un rov que nous avons devant nous. Par contre, ici, dans les shratzim et les tzfadim, dans les grenouilles et les shratzim, nous avons devant nos yeux une majorité d'ité kaman. Dans un tel cas, Rabbi Yochanan dit, ok, sur une telle chazaka, on va brûler la terouma. La Gemara a dit que on va commencer donc le sujet, bien on ne va pas le finir entièrement maintenant. Tanya kavate de Rabbi Yochanan. On a enseigné, comme Rabbi Yochanan nous dit donc à propos. Et comme Rachid nous souligne, Kavate de Rabbi Yochanan, des Amar qui dit, mais tam des Rabban, que lorsque les sages ils disent à propos de l'enfant qui a touché la pâte, c'est seulement, c'est tamé, mais l'itlot seulement pour suspendre. On a appris comme Rabbi Yochanan. On ne va pas le voir clairement tout de suite dans la Braïta. On va voir la Braïta, et dans le prochain cours, donc on va développer un peu plus la Braïta. Et quand on va développer la Braïta, on va en déduire aussi donc pour le Tinok, pour l'enfant. Qu'est-ce que dit cette Braïta? Il dit, Shnei dvarim en baem dat lishal. Il y a deux choses qui ne sont pas doués d'intelligence pour être interrogés. Avant de continuer sur les textes, rappelons ce que nous avons déjà appris dans le passé, que lorsque nous avons un doute si quelque chose est pur et impur, et il se trouve dans le domaine privé, eh bien, la chose est impure. Si ça se trouve dans le domaine public, c'est pur. Mais quand je dis la chose, il y a encore une autre précision. Cette chose, entre guillemets, pas juste une chose, je n'aurais pas dû dire chose, il faut que ça soit chez Yesh Bodat Lichel, qui a la possibilité de questionner, l'intelligence d'être interrogé. C'est-à-dire, prenons un exemple. On a quelqu'un, un être humain, qui est dans le domaine privé. Il a un doute s'il a touché un sheretz ou il n'a pas touché le sheretz. S'il a touché le sheretz, il est impur. S'il n'a pas touché le sheretz, il est pur. Il a un doute. Il est dans le domaine privé. Eh bien, on le considère impur. Le même cas dans le domaine public. Un monsieur, madame, qui se trouve dans le domaine public, et monsieur, madame ont un doute. Est-ce qu'ils ont touché le sheretz ou ils n'ont pas touché le sheretz? Ils sont purs. Mais attention, on parle bien de monsieur, de madame, quelqu'un, d'un être humain, chez Yesh Bodat Lichel, qu'il y a l'intelligence pour être questionné. On peut lui demander des questions, on peut parler avec lui. Dans un tel cas, il y a cette différence-là en domaine privé, domaine public. Si on ne peut pas questionner, même dans le domaine privé, c'est aussi pur.
D'ailleurs, on apprend ça de la sota. La sota, c'est une femme que son mari lui a dit « Je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon ». Et cette femme-là s'est quand même isolée avec Shimon. Il y a un témoin qu'elle s'est isolée avec Shimon, mais on ne sait pas si elle a été souillée ou pas. Eh bien, elle doit être amenée par son mari donc à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Là-bas, elle va boire des eaux, les eaux de la sota. Elle va être examinée si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Mais ce qu'il y a à retenir de cela, c'est que la sota, on a un doute dans le domaine privé. Ça peut se passer que dans un domaine privé, non pas dans un domaine public. Et on nous dit, vu que Yesh Budat Lishael, là-bas la sota, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, on peut questionner. Et on dit, Sveiko, il y a un doute, on ne sait pas si elle a été souillée ou pas, Tamé, elle est impure. De même, à chaque fois que nous avons un doute dans le domaine privé, est-ce que c'est impur ou pas? Et qui est-ce qui est impur ou pas? Donc quelqu'un qui on peut questionner, on le rend impur, mais dans le même public, non. Alors, c'est ce que la Braïta nous dit ici, qu'il y a deux exceptions, qu'il y a Shnei Dvarim, il y a deux choses que En Baem Dat Lishael, qu'on ne peut pas interroger. Et pourtant, Vassam Chachamim, Kema Sheyesh Baem Dat Lishael, les sages ont considéré comme si qu'ils avaient été doués d'intelligence pour être interrogés. Rashi, Kemi Sheyesh Dat Lishael, Vekaimalan, et on tient, c'est établi que Birshuta Yachi, dans le domaine privé, Sveikotame. Si on a un doute si c'est pur ou impur, c'est impur. De Bedav Hashem Bodat Lishael, car lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas questionner, on tient, c'est dans le domaine privé, Sveikotar, le doute, si on a un doute, c'est pur. Et pourtant, les sages l'ont considéré quand même impur. Quelles sont ces deux choses-là? Un, c'est Tinok, c'est l'enfant. L'enfant, Veod Acheret, et encore une autre chose. C'est quoi ce Tinok, cet enfant? Adamaran, c'est ce qu'on vient de mentionner, ce petit enfant qui a touché la pâte, que c'est un petit enfant, En Bodat Lishal, il n'est pas doué d'intelligence pour qu'on va l'interroger, et quand même, la pâte, elle est impure. Ve'od acheret, il y a encore une autre chose. Maïs, c'est quoi l'autre? Donc on verra dans le prochain cours. C'est quoi l'autre chose aussi que En Bodat Lishal, qu'il n'y a pas d'intelligence pour qu'on puisse questionner. Et quand même, les sages ont rendu impur ça dans le Reshut HaYachid. Et en déduisant donc du deuxième cas, on déduira aussi un détail pour le premier cas, donc pour Tinok, pour l'enfant. Et on verra comment ça marche bien pour Rabbi Yochanan, pour ce détail-là. Donc Rabbi Yochanan a dit que quand les sages ils disent Metamim, c'est impur. Dans quel contexte de Metamim? Metamim, donc uniquement l'itlot, uniquement pour suspendre, et non pas pour brûler. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Donc la halakha, c'est comme nous avons appris aujourd'hui, le Rambam nous dit que celui qui a une chazaka, que tel et tel est son proche de famille, eh bien on va le juger basé sur cette chazaka, même s'il n'y a pas de preuve claire. Et basé sur ça, il va recevoir 39 coups de bastonnade s'il a transgressé ou bien être brûlé ou bien être lapidé, etc. Et par exemple, le Rambam nous dit que s'il était mourzac présumé que ça c'est sa sœur, ça c'est sa fille, ça c'est sa mère, ils ont eu un rapport avec des témoins, eh bien, il reçoit 39 coups de bastonnade, ou bien il est brûlé, ou bien il est lapidé en fonction de la peine qu'il doit avoir, même qu'il n'a pas de preuve claire que c'est sa sœur, sa mère ou sa fille. C'est uniquement une chazaka, une présomption. Et le Rambam dit, une fois, il y a une femme qui arrive à Yerushalayim avec un enfant sur les épaules. Elle a fait grandir en tant que présumant, donc c'était son fils. Et elle a eu un rapport avec elle. Et ils les ont amenés au tribunal et ils l'ont lapidé. Le Rambam dit Uba le avait vioua. Ils l'ont amené à elle au Bedin. Il y avait vium les deux, à voir. En tous les cas, ils l'ont lapidé. En tout cas, donc, d'ailleurs, le Rambam conclut avec une preuve. La Torah, elle dit ceux qui maudit son père et sa mère, il va être mis à mort. Qui nous dit clairement que c'est son père. C'est une chazaka. De la même manière aussi, tous les autres proches de famille, donc c'est une chazaka. En parlant de chazaka, et qu'on se base donc sur les chazakot, dire un mot que le Rabbi a dit Chayel ul Tafshin Chav Gimel en ce qui concerne donc les chazakot, que quand ça arrive Chayel ul, il y a trois choses. Le Rabbi dit qu'on se base bien sur les chazakot, comme on voit dans la Gemara. La chazaka, il y a trois choses donc, qui se passent Chayel ul. La première chose, donc, c'est la naissance du Baal Shem Tov. Deuxièmement, c'est la naissance du Admor HaZaken. Et troisièmement, c'est le commencement de l'année suivante. Parce que le dernier jour, depuis Chayel ul, dernier jour du mois de Elul, depuis 18 Elul jusqu'au 29 Elul, ça correspond aux 12 mois de l'année. C'est-à-dire que Chayel Elul, on fait un bilan et on prépare aussi donc le Tishri de l'année précédente et le Tishri de l'année à venir, etc. jusqu'au 29 Elul, qui est donc le bilan du Elul passé et aussi de l'Elul qui va venir à venir. Dans ça même, le Rabbi nous dit bien que évidemment c'est un Yom Tov Meshulash, donc il est triplé lorsque ça arrive Chayel Elul. C'est la raison pour laquelle que le Tzemar Tzedek, il a dit à son fils, Mazal Tov, en disant que c'est un Yom Tov Meshulash, que Chayel c'est un triple Yom Tov. Et les rabbis disent, c'est pas juste qu'il y a encore des choses qui sont faites, on rajoute encore un, c'est une chazaka, donc ça fait un tokef, une détermination qui est complètement
différentes. Et il y a différents sujets en plus qui étaient ici, même quand ils se rajoutent ensemble, qui ne sont pas liés l'un à l'autre, on voit que ça s'accumule. Comme par exemple, on te dit qu'il y a certains jours de l'année que hurpelu tsarot, il y a beaucoup de tsarot, de souffrances qui sont arrivées, donc on va faire un jeûne ce jour-là. C'est des choses négatives, à plus forte raison des choses positives. Dans ça même, le Rabbi dit qu'il y a une différence entre deux premiers inyanim, en Chayalul, donc qui est le jour de naissance du Baal Shem Tov, le jour de naissance du Admour Azaken. Donc ça, c'est des choses qui viennent automatiquement. Ça veut dire, mais le mal d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, le troisième point, le début de l'année suivante. Donc ça, c'est le travail de Tchouva, c'est le travail de la personne, que lui, il va faire ses propres efforts, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on va avoir une nouvelle année exceptionnelle, Bezrat Hashem, remplie de joie, de bonheur, de santé, de parnassa, satisfaction des enfants, réussite dans l'éducation des enfants, donner beaucoup de nachat au Rabbi. Et l'essentiel de tout, c'est que déjà, avant ça, nous allons avoir la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.